Alors, le genou, c'est ça, c'est 6 degrés de liberté. Quand j'avais votre âge, j'ai passé un an à Oxford, j'ai travaillé avec un ingénieur, John O'Connor, et on avait cette 6 degree of freedom rig, et donc on travaillait sur la biomécanique du genou. Alors maintenant, on a des robots modernes, KUKA, et on simule tout ça, mais le principe, c'est ce que vous avez sur votre droite. Le genou, il doit s'opposer à ces mouvements-là. Vous voyez, il y a rotation, il y a varus valgus, il y a flexion, extension, et chaque fois, il doit ramener le genou, je dirais, l'articulation à l'équilibre. Alors, en dehors de l'infection, l'instabilité reste la première cause d'échec des PTG. Et la plupart du temps, cette instabilité, elle n'est pas liée à l'implant, elle est liée à nous. C'est notre faute à nous, chirurgiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut tout faire pour essayer de l'éviter. Et vous voyez que finalement, en 20 ans, on a un peu progressé. Ça, c'est un papier de Tom Fering à la OS sur cette série de reprises de prothèses du genou. Dans un quart des cas, c'était lié à l'instabilité. Ce papier de David Barrett, donc dans le National Joint Registry, donc tous les implants en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles sont mis dans un registre. Et vous voyez quand même que c'est près de 20% des cas de reprise liés à des problèmes d'instabilité. Donc c'est quelque chose qui nous touche. Un symposium à la Softcote, donc plus ancien. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que il faut déjà penser au cas où vous risquez d'avoir une instabilité. Quand vous faites votre, entre guillemets, prothèse. Ben, les cas, c'est quoi? Les grands valgus, les reprises parfois d'ostéotomie, surtout les ostéotomies qu'on faisait avant avec des hypercorrections, et bien entendu les reprises itératives de genoux. Donc quand vous avez ça, ben vous risquez un peu plus d'instabilité que dans une PTG classique, quoique, vous allez voir que dans une PTG classique sur un varus classique, ça peut arriver aussi. Alors, la stabilité, c'est multifactoriel. C'est lié à vos coupes osseuses, c'est lié à votre équilibre ligamentaire, c'est lié au dessin de la prothèse, c'est lié à l'étiologie, mais comme c'est un cours, il faut que ça soit un peu didactique, je vais séparer en 3 éléments. Évaluation de la stabilité, stabilité et technique chirurgicale, et stabilité et dessin prothétique. Alors, évaluation de la stabilité. Alors, d'abord, comment ça se passe quand vous avez une instabilité? Ben, soit c'est une vraie luxation du genou, mais souvent, ce n'est pas une luxation du genou. Hein, les Américains, ils disent « looks good, feel bad ». Vous avez un genou patient allongé, bon, il est pas mal, ce PTG. Et puis, dès qu'il se met debout, voilà. Ou alors, c'est moins prégnant que ça, mais le patient arrive et vous dit « Doc, j'ai le genou qui gonfle régulièrement, j'ai des douleurs ». Voilà, donc il y a plusieurs présentations cliniques. Donc c'est dans les prothèses postéro-stabilisées, ben, ça peut être le fait qu'il y ait une perte de contact entre les surfaces articulaires, en gros le fémur qui passe en avant, la canne qui passe en avant du dos, et puis ça peut être aussi des ruptures du ligament croisé postérieur dans les prothèses qui conservent le croisé. Donc il n'y a pas de règle, tous les types de PTG peuvent avoir des phénomènes d'instabilité. Alors évidemment, quand vous avez ce type d'instabilité, vous pouvez difficilement passer à côté. Vous imaginez les conséquences pour le polyéthylène. Monsieur Riquer vous parlera des matériaux tout à l'heure, mais je pense qu'il n'aimerait pas que le polyéthylène appuie régulièrement. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Donc, il y a une subluxation fémorotibiale, le poly s'use encore plus, et la laxité ou l'instabilité ne fait que se majorer. Donc, il faut éviter ce cercle vicieux. Alors, il faut tester votre genou cliniquement, donc en varus valgus, et bien entendu en antéro-postérieur. Alors, vous le testez lors de la consultation, et vous pouvez le tester aussi sous anesthésie pour avoir un peu une idée du type d'instabilité. Ici, une instabilité, vous voyez, testée sous anesthésie, manifestement antéro-postérieure. Et également médiolatéral, donc une instabilité assez globale. Alors ensuite, sur le plan radiographique, dans toutes nos évaluations, on fait une télémétrie, on fait des clichés en stress,
on voit si la déformation se réduit ou pas, c'est pareil pour évaluer l'instabilité, et certains font des clichés en tiroir postérieur, en particulier pour les prothèses qui concernent le LCP, mais faites-le, ayez une routine en préopératoire avant votre PTG primaire pour évaluer la stabilité du genou. Donc télémétrie pour avoir l'origine de la déformation, voir s'il n'existe pas de déformation extra-articulaire associée à une déformation intra-articulaire, et s'assurer qu'il y a ou pas une PTH au-dessus qui pourrait vous gêner pour un éventuel guide intramédulaire. Pour ceux qui utilisent les prothèses postéro-stabilisées comme nous, dans 100% des cas, on aime bien faire ce test. On fait un lift-off, donc on a 3 tests pour la stabilité. On fait un test à 20 degrés de flexion. Pourquoi 20 degrés? Parce que vous détendez la capsule postérieure. Donc si vous êtes en extension complète, il faut avoir une fausse impression de stabilité. Je parle du testing Perroc, là, quand vous avez vos implants d'essai. Vous pouvez avoir une fausse impression de stabilité, mais en fait c'est la capsule. Donc détendez-la, passez à 20 degrés de flexion, faites votre test à 20 degrés. Ensuite, vous allez à 90 degrés, vous faites votre test. Et enfin, vous faites ce lift-off. Donc je demande toujours à mon assistant de soulever la cuisse et je vois quel est le degré de décoaptation entre le fémur et le tibia. Et dans une PTG, il faut toujours avoir, on va en parler pour la rotation, plusieurs moyens de check, et vous combinez tous ces moyens-là, et quand toutes les planètes sont alignées, vous dites ben ça va, je ne suis pas trop mal. Donc on a eu la chance dans le service de beaucoup travailler avec Doug Denis et Rick Comisek. Rick Comisek qui a un labo de fluoroscopie au Tennessee, avec les ingénieurs qui venaient à Marseille, et on a pu évaluer tout type de stabilité et d'instabilité, et surtout de cinématique du genou en 3D. Alors, donc je vous parlais en post-opératoire et même en péropératoire, le lift-off. Donc dans les prothèses post-stabilisées en médial et en latéral, prothèses conservant le LCP latéral, et les conséquences, on en a parlé, excentration des forces et donc usure périphérique. Deuxièmement, stabilité technique chirurgicale. Là aussi, il faut le séparer un petit peu. On va parler de coupe osseuse, et tout à l'heure, Clément Horter, qui vient de Grenoble, en parlera. Éléments musculo-ligamentaires, et on parlera d'écart, flexion-extension et de hauteur de l'interligne. Tous ces éléments, individuellement et a fortiori globalement, peuvent influencer la stabilité et éventuellement l'instabilité de votre prothèse de genou. Alors, on va prendre les éléments un par un. La coupe tibiale, ben, la plupart du temps, là je parle d'alignement classique, alignement mécanique, vous aurez tout le temps d'apprendre tous les types d'alignement, mais le principe c'est d'avoir une coupe orthogonale, c'est-à-dire être en gros à 90 degrés de votre axe mécanique. Vous pouvez utiliser un guide la plupart du temps qui est extramédulaire, bien qu'il y ait eu des guides intramédulaires, et s'il y a un message, quel que soit l'alignement que vous utilisez, que vous devez retenir sur la coupe tibiale, surtout si vous êtes au début de votre expérience, évitez de mettre votre plateau tibial en varus. S'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas à propos du type d'alignement qui convient à chacun, la seule chose qu'on sait, c'est que si vous mettez un plateau tibial en varus, vous êtes sûr que la prothèse ne va pas fonctionner la durée du temps que vous souhaitez. Alors, bien entendu, il faut mesurer votre niveau de coupe, donc quelle que soit l'instrumentation que vous utilisez, ben, on mesure ce niveau-là, généralement 10 degrés sous le plateau sain, 2 sous le plus usé. Donc vérifiez bien votre niveau avec l'instrumentation que vous utilisez, puisque le niveau de coupe pourra influencer votre instabilité. Il est évident que si vous coupez trop, ben, vous risquez d'avoir un problème sur les écarts, on va en parler. Ça, c'était le plan frontal. Le plan sagittal, ben, c'est la fameuse pente postérieure. Là aussi, selon le type de prothèse, les pentes elles varient entre, en gros, on va dire 3 et 7 degrés. Et ayez en tête que dans le cas où vous mettriez une pente trop importante, vous pouvez avoir une détente de vos ligaments collatéraux et donc une instabilité médio-latérale. Bien entendu, si vous mettez une pente inversée, ben là vous allez avoir un problème de limitation des amplitudes articulaires. Donc la PTG, ce n'est qu'une affaire de compromis entre
le pire et le meilleur. On a parlé du tibia, on parle maintenant du fémur. Donc la coupe fémorale distale, la plupart du temps un guide intramédulaire, et on essaie de faire une personnalisation de cette coupe distale en mesurant l'angle entre l'axe anatomique et l'axe mécanique. Et là aussi, il faut savoir quels sont les éléments qui peuvent influencer votre stabilité, votre instabilité. Eh bien, ce sur quoi vous basez l'importance de votre coupe, soit vous faites confiance à des repères osseux, et donc c'est l'épaisseur de l'implant qui va guider en fin de compte le niveau de votre coupe, soit c'est un système qui est basé sur la tension des parties molles, et c'est cette tension des parties molles, je reviens en arrière, c'est cette tension des parties molles qui va déterminer votre niveau de coupe distale. Alors, voilà un peu les erreurs que nous pouvons faire de manière les plus fréquentes. Des erreurs en alignement varus-valgus, la conséquence, votre cadre ligamentaire, votre cadre des ligaments collatéraux va être modifié, et donc vous risquez d'avoir une instabilité en médial ou en latéral, donc des compensations des collatéraux. Si vous coupez trop, comme tout à l'heure je disais sur le tibia, pareil au niveau de la coupe distale, vous allez avoir une laxité, mais une laxité en extension. Si je coupe trop au niveau de mon tibia, je vais influencer à la fois l'extension et la flexion, et si je coupe trop au niveau de mon fémur distal, je vais influencer uniquement mon extension. Il faut bien que vous ayez ces principes-là en tête. La coupe, donc on a fait la coupe fémorale distale, maintenant on va faire la coupe fémorale antéro-postérieure. Pour la faire, il faut d'abord mesurer la taille antéro-postérieure. Le principe, c'est que vous ayez une résection plus importante, quand vous êtes face à votre genou, une résection plus importante du condyle postéromédial, et que vous obteniez un espace qui soit globalement rectangulaire en flexion. Alors pour ça, les méthodes, soit vous faites une coupe parallèle à la coupe tibiale après avoir fait un équilibre ligamentaire premier, c'est ceux qui utilisent un tenseur, soit vous utilisez des repères osseux, c'est ce que nous faisons, et donc ces repères osseux, là aussi je vous conseille d'en avoir plusieurs. Donc on mesure la taille antéro-postérieure. Quand vous mesurez votre taille antéro-postérieure, pensez bien à mettre votre stylet sur la corticale antéro-externe du fémur. Ne le mettez pas au milieu. Au fémur, il y a toujours une petite dépression, donc il faut toujours le mettre sur la corticale antéro-externe. Si vous la mettez au milieu, le risque c'est que avec votre coup de scie antérieur, il y ait ce qu'on appelle un notching, c'est-à-dire que vous fragilisiez la corticale antérieure. Donc pensez à mettre votre stylet sur la corticale antéro-externe, et l'endroit où vous mettez votre stylet, prenez ça aussi comme habitude, ça doit être l'endroit où vous voyez votre scie antérieure sortir. Stylet, ma scie doit sortir là. Si quand vous mettez votre scie, c'est pas ça, arrêtez, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et donc, je vous disais qu'il est conseillé d'avoir plusieurs repères osseux pour la rotation. Donc, on peut prendre les 3 degrés, ce que vous voyez par rapport au condyle postérieur. On peut prendre les épicondyles, que je trouve personnellement toujours un peu plus compliqué à trouver, mais que je vous invite quand même à palper, parce que le jour où vous faites une reprise, vous n'avez plus que les épicondyles. Et troisièmement, la perpendiculaire à la ligne antéro-postérieure, ou ligne de Whiteside, c'est la réglette que vous voyez là. Donc si déjà vous faites le compromis entre les 3 degrés par rapport au condyle postérieur et la ligne de Whiteside, ça vous donne déjà une idée d'une bonne rotation. Voilà ce que vous devez voir avant de couper. Je vais couper plus en postéromédial qu'en postérolatéral, et je vais couper plus en antéro-latéral qu'en antéromédial. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas votre scie, recheckez vos rotations. Je dois créer cet espace en extension. Et une fois que vous avez fait cela, eh bien, il faut tester vos écarts avec ce que vous voyez là-bas, donc le spacer. Ça, c'est important. Il faut toujours comprendre, alors bien sûr, il y a des ancillaires, il y a des gens qui vous aident, mais il faut chaque fois que vous prenez un instrument, comprendre la conséquence. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer?
Je suis à l'étape d'avant, je vais choisir ma rotation antéro-postérieure. Ok? Imaginez que je mette trop de rotation interne. D'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas ce gros condyle postéromédial, je mets trop de rotation interne. La conséquence, ça va se porter sur votre fémoro-patellaire. Mauvais tracking de votre fémoro-patellaire. Et quand vous allez être à vos implants d'essai, vous voyez votre rotule qui sort. Si ça se passe, avant de vous jeter sur une release et toucher vos parties molles, revérifiez la rotation et vos coupes. Ça peut être simplement dû, ça peut être dû à une erreur de coupe. D'accord? Donc, si je mets trop de rotation interne, conséquence sur ma fémoro-patellaire. Si, à contrario, je mets trop de rotation externe, ben, le risque, c'est l'instabilité postéromédiale. C'est souvent décrit, les anglo-saxons disent mid-flexion instability, le patient qui se lève d'une chaise, et au milieu, donc en extension, il ne ressent rien, en flexion, il est pas mal, et puis au milieu, ça part. On a mis trop de rotation interne, et trop de rotation externe, pardon, et à ce moment-là, il y a une instabilité postéromédiale. Il peut y avoir aussi une erreur dans le choix de la taille. Si vous prenez un implant trop gros, parfois on est un peu entre deux tailles. Donc il faut faire des compromis. Et bien, si vous prenez un implant trop gros, vous allez augmenter l'offset antéro-postérieur, et là, ce n'est pas l'instabilité, c'est la raideur, enfin, ou la limitation des amplitudes articulaires. C'est le contraire un petit peu du sous-dimensionnement. Si on sous-dimensionne, ben, le risque, c'est que on augmente l'espace en flexion et qu'on ait une instabilité parce qu'on a trop coupé. Alors, on a souvent affaire à des fémurs différents, et donc ça peut être intéressant pour la même taille antéro-postérieure de disposer de fémurs qui soient standards ou étroits. C'est ce qu'on a nous dans le type de prothèse qu'on utilise, et ça peut vous éviter de faire des compromis sur l'antéro-postérieur tout en diminuant le risque de conflit en médiolatéral avec les parties molles. Donc voilà pour ce qui est coupe osseuse. Maintenant, on va parler des parties molles. John Insull, qui était un grand chirurgien américain, en fait anglais, mais installé à New York, qui en a beaucoup travaillé, disait la PTG, c'est une chirurgie de parties molles. Oui, et donc il faut les connaître. Donc sur le plan médial, les éléments que vous avez à connaître sont bien entendu le collatéral médial, la capsule postéro-interne, le demi-membraneux et les tendons de la patte gauche. Je reviens sur le collatéral médial. Quand vous allez faire votre coupe postérieure, et en particulier du condyle postéromédial, ne prenez pas votre scie si vous n'avez pas mis un écarteur en médial, et nous on aime bien mettre un écarteur contre-coudé qui va protéger votre collatéral médial, parce que ça c'est une source d'instabilité, et parfois une instabilité immédiate en post-opératoire. Donc protégez votre collatéral médial. La plupart du temps, quelle que soit la voie d'abord que vous utilisez, et l'abord parapatellaire interne, l'ablation des ostéophytes et le fait de reliser au niveau du plan superficiel du collatéral médial, ça suffit pour corriger la plupart des varus. Pensez à enlever vos ostéophytes, parce que les ostéophytes mettent en tension vos structures internes. Il y a des ostéophytes sur le plan médial, il y a aussi des ostéophytes en arrière, et donc nous on met toujours un distracteur de Méhari pour aller mettre un coup de ciseau frappé derrière et enlever les ostéophytes postérieurs. Selon le type de varus que vous avez à faire, ensuite vous pouvez étendre votre release. Donc ça peut être c'est une release généralement qui est faite d'avant en arrière et de haut en bas, et surtout vous faites des releases au fur et à mesure. C'est pas parce que vous avez un gros varus qu'il faut vous précipiter et tout reliser. Faites votre release, vous reprenez vos spacers, vous essayez et ainsi de suite. Nous on aime bien le faire au moment des implants d'essai. Et moyennant quoi on peut corriger des grandes déformations, même avec des prothèses à glissement, sans passer à des prothèses plus contraintes. Sur le plan latéral, le collatéral latéral, le poplité qui est un bon stabilisateur en valgus mais aussi en rotation, la bandelette iliotibiale qui est un élément important pour l'extension, et la capsule postéro-externe. Donc là aussi, il y a différentes techniques de release. Il y en a qui prennent une petite aiguille et qui font des pie crust techniques, donc des petits trous. Il y en a qui prennent le bistouri froid. Nous, on le fait avec bistouri électrique, donc chacun a un peu sa technique pour reliser au fur et à mesure.
Ça peut influencer également votre voie d'abord. Il y en a dans les grands valgus qui utilisent que des voies dites de Keblich, parapatellaire externe. Nous, on reste fidèle à la voie parapatellaire interne et on fait une release, ce qu'on appelle inside in et inside out, c'est-à-dire qu'on passe de chaque côté de l'appareil extenseur, le cas échéant, et moyennant quoi on peut reliser tout type de déformation. Si vous avez une chose à retenir sur le valgus et l'instabilité, c'est que, contrairement à ce que vous pourriez penser, le problème dans le valgus, c'est pas le compartiment latéral, c'est le compartiment médial. C'est le compartiment médial. Quand vous avez des problèmes d'instabilité la plupart du temps sur le valgus, vous allez vous retrouver avec une instabilité médiale. Parce que votre plan médial, il est distendu. Et en PTG, c'est très facile de reliser, c'est très compliqué de retendre. Voilà. Retenez ça aussi. Donc vous faites vos relises au fur et à mesure. Faites attention à votre niveau de coupe. S'il y a une cupule trop importante au niveau du compartiment externe et que vous êtes obligé de descendre votre niveau de coupe, vous allez beaucoup couper en interne et donc vous risquez d'aggraver ça. Donc il ne faut pas faire ça, il faut couper à l'endroit où vous auriez coupé sous l'usure sous le plateau sain et vous compensez votre perte de substance. On a des cales, on a des cônes, on a tout ce qu'il faut maintenant, mais ne prenez pas le risque d'une instabilité médiale sur un grand valgus, sur une perte de substance osseuse. Il peut y avoir parfois des déformations extra-articulaires et puis parfois il peut y avoir des défects ou des déficits plutôt fonctionnels de vos ligaments collatéraux. Et donc quand vous partez sur des grandes déformations, plutôt que vous de lancer dans des releases compliquées, surtout si le patient a plus de 70 ans, ben maintenant on a des reculs à 15 ans avec des prothèses charnières rotatoires, ne pas hésiter à mettre une charnière rotatoire. Le patient aura un appui immédiat et surtout une stabilité immédiate. Quand on conserve le ligament croisé postérieur, ben la difficulté c'est que ce ligament croisé postérieur soit à la bonne tension. S'il n'est pas bien tendu, vous l'avez vu sur les vidéos, s'il est trop tendu, toutes les forces se mettent en arrière, donc risque d'usure du polyéthylène. S'il est détendu, risque de translation paradoxale antéro-postérieure. Et donc, là aussi, mauvaise cinématique, mauvaise fonction et risque aussi d'usure. Dernier élément, alors c'est intéressant que le professeur Casanova ait parlé avec moi, avant moi. Moi, je dis à tous ceux qui m'aident pour une prothèse de genou, je dis, il y a deux choses qui sont importantes dans une PTG au niveau structure. La peau et l'appareil extenseur. Pour tout le reste, vous pouvez vous débrouiller. J'ai un problème d'instabilité, je passe une prothèse contrainte. J'ai un problème de défect osseux, je vais mettre des cônes, je vais mettre des sleeves, je vais mettre... J'ai un problème de fixation, je vais ajouter une tige, je me débrouille. J'ai pas de peau, j'ai pas d'appareil extenseur, là je suis embêté. Donc, préservez ces deux éléments-là quand vous faites votre PTG en première intention. D'accord? Donc la peau, on en a parlé, et l'appareil extenseur, en particulier sur des genoux un peu serrés, quand vous éversez ou que vous passez de l'extension à la flexion, ayez toujours un œil sur votre tendon rotulaire. Donc intégrité des tendons, intégrité de la rotule, hein, on sait que parfois on opère sur des patelectomies, et alignement, on en a parlé, subluxation favorise la rotation externe du tibia. Donc on sait aussi que l'alignement de l'appareil extenseur va être directement dépendant, certes des parties molles qui sont autour de la rotule, mais beaucoup de la rotation de vos implants, ce dont on vient de parler précédemment. Troisième et dernier point, sur cette partie technique chirurgicale, les écarts. Il faut que vos écarts soient égaux entre la flexion et l'extension et qu'ils soient symétriques entre le médial et le latéral. Ça veut dire quoi? Quand vous mettez votre spaceur en extension et flexion, ok, il faut que ça soit, si vous prenez un 10 en extension, que ça soit pareil en flexion. Mais prenez l'habitude de sentir, et ça il n'y a que l'expérience, ce que vous ressentez comme tension médiale et en latéral. Ça va déjà vous donner une petite idée de l'éventuelle release que vous aurez à faire au temps suivant quand vous aurez mis vos implants d'essai. Donc, je dis, ah tiens, je rentre facilement en médial, je suis un peu tendu en latéral, ça peut arriver souvent dans les valgus. Vous savez que peut-être au moment d'un implant d'essai, il va falloir peut-être compléter votre release du plan latéral. Donc, égaux et symétriques.
Ce schéma, imprimez-le vous. Ma coupe tibiale, ici, elle va influencer mon écart en extension, mon écart en flexion. Donc chaque fois que vous allez prendre votre scie pour couper votre tibia, pensez que ça va influencer les deux. Ma coupe fémorale distale ne va influencer que mon espace en extension. Ma coupe antéro-postérieure ne va influencer que mon espace en flexion. Donc si vous avez ça en tête, vous savez qu'au moment de prendre votre instrumentation, vous savez quelles conséquences cela va avoir et sur quel temps de l'intervention. Alors voilà les situations que vous pouvez avoir. Vous avez fait vos coupes, vous mettez vos spacers, vous êtes serré en flexion et en extension. Action, ben je vais recouper mon tibia. Comme ça, je vais agir sur les deux. Je ne suis serré qu'en extension, eh bien, je vais recouper mon fémur distal. Et maintenant, quelle que soit l'instrumentation que vous utilisez, c'est assez bien fait. Vous avez des +3 et vous replacez avec vos pins, vous replacez votre guide de coupe et c'est bien fichu. Vous êtes lâche en extension, ben, ça correspond à la perte de substance dont je vous parlais précédemment. Il va falloir combler cette perte de substance. Donc vous pouvez mettre une cale, éventuellement une cône. Et si vous êtes lâche en flexion, ben, probablement c'est qu'il faudra augmenter la taille fémorale et à ce moment-là, vous restaurez votre espace en flexion. Donc c'est important de bien connaître les situations et de connaître les actions que vous aurez à mener. Donc qu'est-ce qu'on a comme situation les plus fréquentes? Un espace inégal qui va vous donner une instabilité en flexion. Sous-dimension du composant fémoral, c'était le dernier cas de figure, excès de pente tibiale postérieure, translation antérieure du composant fémoral, ça peut arriver, ou pour ceux qui utilisent des prothèses qui conservent le LCP, un LCP qui n'est pas correctement tendu, voire qui est rompu, surtout que de temps en temps, les promoteurs de la technique proposent de faire des releases du LCP, ce qui peut le fragiliser. Ça, c'était espace inégal. Espace asymétrique, donc entre le médial et le latéral, ben, une mauvaise rotation de votre composant fémoral. On a vu les deux exemples, trop de rotation interne, trop de rotation externe. Un équilibre ligamentaire qui n'est pas suffisant, qui n'est pas satisfaisant, ou une perte osseuse. Donc ici, libération excessive du compartiment externe et du poplité dans le valgus, instabilité postérolatérale. Donc c'est un petit peu le contraire de l'instabilité médiale dont je vous parlais, peut-être moins fréquente, et surtout celle-là, on y pense. Équilibre ligamentaire, ici un varus, il y a une rétraction dans la concavité, on n'a pas assez relisé, on a un espace qui est asymétrique, ben, il faut compléter la relise pour avoir un espace qui est symétrique. Perte de substance osseuse, ben, il faut la combler, il ne faut pas essayer de descendre la coupe, vous comblez votre perte de substance par une greffe ou une cale osseuse. Et retenez que chaque fois que vous mettez un comblement par greffe ou cale, il faut y associer une tige. Alors l'avantage des cônes maintenant, c'est qu'on n'est plus obligé de mettre des tiges longues, on peut mettre des tiges courtes et on les cimente complètement. Alors, évidemment, il y a l'instrumentation classique, mais maintenant, il y a pas mal de technologies aussi pour vous aider. Donc, il y a la navigation, il y a les systèmes de IASIS, il y a bien entendu la robotique, et il y a les guides de coupe sur mesure, voire même les implants sur mesure. Donc il y a toute une gamme de technologies pour vous aider. Mais avant, petit conseil que je me permets de vous donner, avant de partir dans ces technologies, maîtrisez bien les techniques classiques, ayez en main votre instrumentation, d'abord parce que ça peut aussi présenter des problèmes, et puis que vous soyez maître de votre technique et de votre intervention. Dernier point, je serai rapide parce que M. Ricker va parler bien mieux que moi de dessin et de matériaux. L'avantage, c'est que eux, ingénieurs, parfois, ils ont un peu besoin de nous, chirurgiens, pour dessiner les implants, mais nous, on est orthopédistes, donc il nous faut des choses simples. Donc les choses simples, je vais les résumer de cette manière-là. Si vous diminuez, je parle qu'au moment où vous dessinez une prothèse, si vous diminuez la congruence, ben, vous allez probablement augmenter les amplitudes. Vous allez diminuer la pression à l'interface entre l'os et l'implant, donc a priori favoriser la longévité, mais vous risquez de diminuer la stabilité
et vous risquez d'augmenter l'usure du polyéthylène par des pressions de contact qui sont importantes. Si vous êtes à contrario, vous augmentez la congruence, vous allez augmenter la stabilité, vous allez diminuer probablement l'usure du polyéthylène parce qu'il y a des surfaces de contact plus importantes, mais vous allez augmenter considérablement les pressions à l'interface et donc un risque de dessalement. Donc c'est un peu schématique, mais ça va donner une idée des principes qui doivent guider ou qui guident le dessin. Et vous voyez les différences entre les pressions de contact quand c'est un point ou quand c'était une surface de contact un peu plus étalée. Donc certains essaient de contourner ça en utilisant des plateaux qui sont mobiles pour déplacer cette surface de contact. Donc ça peut être une solution. Et vous voyez, c'était il y a quelques années, hier, on avait publié ça dans le JBJS avec John O'Connor. Alors maintenant, on a la chance d'avoir des plateaux asymétriques. Et donc ces plateaux asymétriques nous permettent de nous affranchir un peu du compromis entre rotation et couverture et d'avoir des surfaces de contact qui sont assez fiables entre l'extension et la flexion. Alors on opère des patients de toute origine et la flexion préopératoire est très différente d'un patient à l'autre, mais chez des patients qui plient énormément, soit pour des raisons culturelles ou religieuses, eh bien il faut tenir compte des risques qu'on peut avoir, en particulier dans les grandes flexions, de conflits au niveau du polyéthylène, coincé entre le fémur et le tibia. Donc ça, pour vous donner une idée de comment bougent les prothèses de genoux en 3D. De temps en temps, les plateaux mobiles, c'est bien, mais elles peuvent avoir aussi leurs problèmes parce que parfois ils sont trop mobiles, surtout si en plus de la rotation, il y a de l'antéro-postérieur, d'où l'importance d'une tension des parties molles quand on utilise ces plateaux-là. Donc ici un exemple en fluoro avec un plateau mobile. C'est des exemples avec Ricomissec, et là lors de la marche. Et l'avantage, c'est qu'on peut assez facilement passer de la fluoro qui est en 2D au 3D, et on a immédiatement l'importance du rollback. Donc le rollback, c'est comme ça qu'une prothèse de genou marche, c'est-à-dire que quand vous passez de l'extension à la flexion, eh bien votre pression de contact se déplace de manière harmonieuse. Donc on a parlé de congruence. Le deuxième point, c'est l'attitude vis-à-vis du croisé postérieur. Donc soit vous le respectez, bien entendu, soit vous utilisez un système Flocam, soit il y a de plus en plus des prothèses, des plateaux ultra congruents, voire des métials pivots avec des relèvements des lèvres qui peuvent donner des stabilités identiques. Ça évite la cam, la création de la résection intercondylienne pour la cam, mais souvent le déplacement du point postérieur est moins reproductible et souvent ça demande une force d'extension quadricipitale augmentée. Mais maintenant, on a un peu tout type, je dirais, de possibilités pour stabiliser ces prothèses du genou. Quand vous utilisez comme nous une prothèse postéro-stabilisée, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la hauteur du plot et la direction du plot, et savoir ce qui va guider, et savoir le fait quand cette came et ce plot vont s'engager à partir du degré de flexion. Donc c'est aussi important, de connaître ça. Donc je dirais qu'en conclusion, il y a trois éléments importants. Ah oui, dernier point, ça c'est important, c'est-à-dire que quand vous utilisez une prothèse postéro-stabilisée, eh bien, il faut que votre prothèse soit stable, parce que s'il y a des mouvements paradoxaux, en particulier une instabilité médiolatérale, ça peut fragiliser votre plot, et donc ce plot peut se fracturer. Pensez aussi à prendre un peu de temps à enlever le ciment dans les chancreux intercondyliens, parce qu'un ciment qui durcit, qui vient frotter sur le poly, je pense que M. Riquet ne contredira pas en disant que c'est pas très bon pour le plastique. Donc en conclusion, pensez à vos axes, pensez à votre cadre ligamentaire, pensez à la stabilité et à l'alignement de votre appareil extenseur. Pour qu'une prothèse fonctionne, il faut que le membre inférieur soit aligné, que vos espaces soient égaux et symétriques, que vos implants soient correctement positionnés et que votre cadre ligamentaire soit à une tension satisfaisante. Et après, le choix du dessin prothétique, ça dépend de vos habitudes, ça dépend du genou à traiter, mais méfiez-vous quand on vous propose des dessins un peu folkloriques, je dirais. Voilà. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.
Merci.